merci à tous aussi pour vos questions. Ceux qui nous regardent sur Vimeo, vous pouvez continuer à en envoyer. Et cette fois, ce sera pour le docteur Arnaud Marchand. Et je lui transmettrai évidemment après sa conférence. Je cède la parole à nouveau au professeur Cromen, qui va donc introduire ce deuxième orateur. Merci Vanessa. Il est effectivement temps de passer à notre deuxième conférencier. Le docteur Arnaud Marchand est directeur de l'Institut d'immunologie médicale. Il enseigne à l'Université libre de Bruxelles, comme dans la liste précédente d'ailleurs, ainsi que dans d'autres institutions en Europe. Il a été chercheur postdoctorant au laboratoire du Medical Research Council en Gambie et au Waterhall Institute for Molecular Medicine à Oxford. Il est un des membres fondateurs d'Immune Health, un centre de recherche dédié à l'évaluation des vaccins, et sa recherche est centrée sur l'immunité aux infections virales et aux infections vaccinales. L'objectif principal de sa recherche est de comprendre les règles qui gouvernent l'immunité de la dyade mère-enfant dans les conditions pathologiques et physiologiques. Sa recherche actuelle est basée sur une approche de sérologie de système permettant d'analyser de manière approfondie la réponse humorale aux agents infectieux et aux vaccins et d'éclairer l'élaboration de nouveaux vaccins et de thérapies basées sur les anticorps. Monsieur Marchand, nous sommes impatients de vous écouter. Merci, Monsieur Cromen. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, membres de l'Académie, je vous remercie vivement pour votre invitation qui m'honore à vous parler d'un processus, d'un phénomène qui a permis à bon nombre d'entre nous de nous connecter aujourd'hui. Il s'agit de l'immunité que notre mère nous a transmise pendant notre vie fœtale et qui nous a permis de passer au travers du risque infectieux des premiers mois de notre vie. Nous ne sommes pas les seuls à avoir bénéficié de ces bienfaits parce que le transfert de l'immunité maternelle est un processus qui est extrêmement conservé au travers des espèces. Et on a des raisons de penser que c'est un phénomène également très ancien qui pourrait dater d'il y a des centaines de millions d'années. Il y a 450 millions d'années, les poissons à mâchoire inventent l'immunité adaptative. Pour la première fois, une cellule du système immunitaire est capable d'exprimer un récepteur hyper variable aux microbes, permettant de reconnaître spécifiquement les microbes. Ces récepteurs sont les anticorps ou les récepteurs que les cellules T expriment à leur membrane. Ce moment dans l'évolution est appelé le Big Bang du système immunitaire parce qu'à ce moment, le système immunitaire entre en expansion et la diversité de sa capacité à reconnaître les microbes augmente considérablement. Cette invention a été probablement très importante dès lors pour ces espèces qui se sont mis à produire une progéniture relativement restreinte, peu d'enfants, dont la survie était importante individuellement. Ce qui est fascinant, c'est qu'au même moment, il y a des centaines de millions d'années, ces mêmes poissons à mâchoire ont inventé la viviparité. Le plus ancien fossile d'une mère portant un fœtus date du Dévonien et le poisson a été appelé Mater piscis attenboroi, la mère poisson. Le fait que la viviparité et l'immunité adaptative aient été inventées à peu près au même moment suggère que le transfert d'une immunité spécifique de microbes a pu peut-être déjà apparaître à cette époque. L'avantage pour les espèces a été considérable. Ce que les études écologiques nous montrent au travers de modélisations mathématiques, c'est que l'espace, le temps
entre les épidémies. Vous voyez ici, chaque pic est une épidémie pour un pathogène donné chez le phoque. L'espacement entre les épidémies est augmenté par l'immunité adaptative, l'immunité de groupe dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais l'ajout d'un transfert de l'immunité maternelle à la descendance permet d'augmenter cet espace en protégeant les progénitures pendant les premières semaines, les premiers mois de vie, et par là, d'augmenter la taille de la population. Donc un avantage majeur pour les espèces au travers de l'évolution. Les mammifères ont inventé, développé plusieurs types de placentas qui ont des structures différentes. Mais c'est chez les primates les plus évolués, en particulier chez l'homme, que le transfert placentaire de l'immunité maternelle est le plus efficace. Ici, ce que nous regardons, c'est le pourcentage que représentent les anticorps mesurés à la naissance chez le nouveau-né par rapport à la concentration chez la maman. Donc, c'est le taux de transfert, si vous voulez. Et donc, ce qu'on voit chez l'homme en particulier, c'est que ce taux de transfert peut excéder 100%, c'est-à-dire un transport actif qui fait que le nouveau-né naît avec plus d'anticorps que sa maman. L'efficacité de ce processus est un exemple de l'efficacité de ce processus est montré par le fait que les mamans ont largement devancé l'industrie pharmaceutique dans l'immunisation, par l'immunisation de leurs enfants dès les premiers mois de l'épidémie du Covid-19. Dans une étude que nous menons avec nos collègues au CHU Saint-Pierre, nous mesurons la concentration en anticorps dirigés contre différentes protéines du virus SARS-CoV-2, la protéine S et ses deux sous-unités. Au sein de la sous-unité S1, le domaine de liaison du récepteur, donc des anticorps qui sont potentiellement neutralisants, et des anticorps dirigés contre la nucléocapside. Et donc, ce que l'on voit sur cette échelle logarithmique, c'est que systématiquement, les concentrations en anticorps contre le SARS-CoV-2 sont supérieures chez le bébé par rapport à la maman. Une autre manière de regarder ces résultats, c'est de calculer le taux de transfert, donc le taux mesuré chez le bébé divisé par le taux mesuré chez la maman, et on voit qu'effectivement, ces taux de transfert sont supérieurs à 1. C'est un transfert très efficace. Et cette efficacité, en fait, vous le savez, est à la base des programmes de vaccination que l'on propose aux femmes enceintes. Aujourd'hui, en Belgique, on recommande la vaccination contre la grippe, contre la coqueluche. Dans les conditions idéales, peut-être par exemple dans le contexte d'une infection récente par SARS-CoV-2, la maman aura des taux d'anticorps élevés qui sont produits par des plasmocytes activement, et ces anticorps seront transférés au travers du placenta pour atteindre des concentrations également élevées, plus élevées, souvent chez le nourrisson. Ces anticorps se maintiendront pendant les premiers mois de la vie, au-delà d'un corrélat de protection, au-delà du seuil qui est nécessaire pour se protéger contre les pathogènes. Avec des collègues, nous voyons les anticorps maternels comme des échasses sur lesquelles le nouveau-né peut se placer au-dessus du seuil de protection. Si l'immunité maternelle à l'échelle de la population est insuffisante, peut-être parce que le contact avec le pathogène ou le vaccin est ancien, on peut promouvoir la production d'anticorps par la stimulation de lymphocytes B mémoire qui sont présents chez ces mamans, et donc par là arriver à des taux élevés d'anticorps qui permettront d'atteindre des quantités d'anticorps aussi élevées chez le nourrisson et lui conférant comme ça une protection contre un agent pathogène donné. Alors si la vaccination pendant la grossesse connaît une augmentation de l'intérêt au cours des 10-15 dernières années, l'idée qu'on puisse protéger des nourrissons en immunisant, en proposant une immunisation à la maman pendant la grossesse, c'est une idée dont l'importance augmente en ce moment. C'est intéressant de considérer cette évolution récente quand on voit que la notion, la connaissance de ce transfert de l'immunité et des anticorps de la mère au fœtus est extrêmement ancienne. En fait, à la fin du 19e siècle, Paul Ehrlich, un des fondateurs de l'immunologie, décrit pour la première fois qu'une immunisation d'un animal gestant ou d'un animal pendant la lactation permet de protéger la progéniture contre les effets des toxines. Ici, à droite, dans ce qui est probablement la première représentation, la première description de la cinétique d'une réponse immunitaire,
on voit que M. Ehrlich mesurait les anticorps dans le lait maternel de la chèvre après immunisation par le toxoïde tétanique. Donc, il a pu montrer que ce lait maternel contient des anticorps à taux élevé après immunisation et que ces anticorps sont capables de protéger la progéniture. En réalité, M. Ehrlich a dû répéter ses expériences chez un large nombre d'espèces d'animaux parce qu'il avait un certain nombre de détracteurs à l'époque qui pensaient que si une immunité spécifique de pathogènes pouvait être transmise d'une génération à l'autre, certainement, elle devait être d'origine paternelle. Et donc, il a mis un peu de temps à convaincre effectivement que c'était la maman au travers du placenta, puisqu'il a montré que dès la naissance, cette immunité pouvait être conférée, mais également après la naissance via l'allaitement. Alors, ces résultats ont convaincu, mais n'ont pas suscité énormément de recherches pendant de nombreuses décennies. Et ce n'est que vraiment au cours des dernières 20-25 années qu'on a commencé à comprendre comment ces anticorps sont transmis au travers du placenta. Une découverte majeure, ça a été celle du rôle du récepteur qu'on appelle le récepteur FC néonatal, donc dans le contexte dans lequel ce processus se passe. Et donc, pourquoi récepteur FC? Eh bien parce que les anticorps, ici, vous voyez, les anticorps sont composés essentiellement de deux types de structures, de deux parties, si vous voulez. La partie qu'on appelle FAB est cette partie hypervariable dont je parlais tout à l'heure et qui est spécifique du microbe que l'anticorps va reconnaître. À l'autre bout, on a la partie qu'on appelle cristallisable, ou FC, qui est celle qui interagit avec des récepteurs à la surface des cellules immunitaires. Et cette interaction promeut les fonctions effectrices des anticorps, mais également leur transport au travers des cellules, notamment épithéliales ou des trophoblastes. Ce qui se passe, c'est que du côté maternel, les anticorps vont être internalisés et dans les endosomes qui seront acidifiés, donc la liaison avec le récepteur FC néonatal nécessite un pH acide, donc dans les endosomes acidifiés, les anticorps se lieront au récepteur FC néonatal et seront ainsi protégés de la dégradation, mais également acheminés vers le compartiment fœtal. À pH physiologique, la libération de l'anticorps sera libéré et sera rendu disponible pour le fœtus. Ce que l'on sait depuis un certain nombre d'années, c'est que ce modèle ne permet pas d'expliquer la variabilité de l'efficacité du transfert placentaire des anticorps en fonction de leur spécificité. Je vous ai montré tout à l'heure que les anticorps anti-SARS-CoV-2 étaient très efficacement transmis de la mère au nouveau-né. C'est vrai également pour les anticorps dirigés contre la rougeole, mais c'est moins vrai pour toute une série d'autres spécificités, notamment les anticorps dirigés contre le virus de la polio. Alors, on pourrait penser que c'est lié à la concentration de ces anticorps dans le compartiment maternel. Il n'en est rien, parce qu'on voit que quand on compare les taux de transfert en fonction du taux d'anticorps chez la maman, eh bien, la relation peut être moins de transfert quand plus d'anticorps, ou l'inverse en fonction de l'antigène. Le transfert d'anticorps que l'on peut observer après vaccination pendant la grossesse contre la coqueluche montre une bonne efficacité pour les anticorps dirigés contre l'hémagglutinine filamenteuses ou la pertactine, par exemple, des taux de l'ordre de 1 ou un peu plus que 1, 100%, et des taux de transfert qui sont comparables d'une population à l'autre. Et ce que nos collaborateurs à Anvers ont montré au travers de plusieurs études, c'est que le taux de transfert des anticorps dirigés contre la toxine pertussis peut être particulièrement élevé. En Belgique, de l'ordre de 300% de transfert. Mais ceci est différent dans les populations qui ont été étudiées par ces chercheurs. Au Vietnam, en Thaïlande, les taux de transfert d'anticorps anti-pertussis sont inférieurs. On voit donc que la spécificité antigénique, la population sont des déterminants de l'efficacité du transfert. On pense qu'un des déterminants de cette variabilité, c'est la structure des anticorps. Les résultats, et c'est une question qu'avec plusieurs autres laboratoires dans le monde, nous avons commencé à examiner au cours des dernières années, et notamment dans cet article ici que je représente un peu graphiquement, ce que nous avons observé, c'est que l'efficacité du transfert dépend de la structure des anticorps, et en particulier, ce qu'on observe en particulier, c'est un transfert préférentiel d'anticorps qui ont un profil de glycosylation particulier. Ce que l'on observe, c'est que les anticorps qui sont galactosylés sont transférés de manière plus efficace, c'est-à-dire leur proportion est supérieure chez le nouveau-né par rapport à l'adulte. En effet,
les anticorps sont des glycoprotéines et au niveau du fragment FC, on a un N-glycan dont la structure est variable. Certains anticorps peuvent être plus galactosylés ou tout simplement galactosylés et certains autres ne sont pas galactosylés. Et donc, ce que nos résultats montrent, ou suggèrent en tout cas, c'est un rôle pour le récepteur FC néonatal, mais également un rôle pour un autre récepteur qu'on appelle le récepteur au fragment FC des immunoglobulines, G, le récepteur 3. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les anticorps galactosylés ont une affinité, une habilité plus importante, se lient plus facilement au récepteur FC néonatal, mais également au récepteur FC gamma 3. Et donc, on imagine qu'il y aurait une collaboration au niveau des syncytiotrophoblastes pour un transfert optimal. Alors, pourquoi est-ce que ceci pourrait être important? Eh bien, parce qu'on sait que les anticorps qui sont galactosylés ont des propriétés anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils induisent moins de réponse inflammatoire que les anticorps qui ne sont pas galactosylés. Et donc, on imagine que le transfert de ces anticorps galactosylés pourrait favoriser l'homéostasie du système immunitaire en début de vie et permettre des réponses immunitaires qui sont associées à moins d'inflammation. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que ce processus n'est en fait qu'une partie d'un projet beaucoup plus large qui implique également les modifications du système immunitaire de la maman pendant la grossesse. Ce que l'on sait, c'est que le système immunitaire de la mère se modifie beaucoup pendant la grossesse, en particulier pour permettre la tolérance du fœtus, pour permettre de mener à terme cette grossesse. Donc, on observe notamment qu'au niveau du placenta, mais également au niveau du sang périphérique, la fonction des cellules du système immunitaire évolue de manière dynamique et coordonnée. On sait que les cellules myéloïdes, les lymphocytes T, les cellules NK ont une réponse qui évolue dynamiquement au cours de la grossesse. Ce qu'on observe également, c'est que la qualité des anticorps maternels, physiologiquement, au cours de la grossesse, évolue également. Et en particulier, ce que l'on voit, c'est que le pourcentage, la proportion des anticorps qui sont galactosylés évolue et augmente au cours de la grossesse. Et donc, ces anticorps qui sont effectivement mieux transférés au travers du placenta s'accumulent également au cours de la grossesse. Et donc, ceci, ça nous amène à penser que si les modifications du système immunitaire sont cruciales pour permettre la tolérance du fœtus et une grossesse qui arrive à terme, nous commençons à penser que ces modifications sont également destinées à favoriser une immunité adaptée à ce dont le nouveau-né a besoin et donc à promouvoir la survie du nouveau-né après la naissance dans un contexte, dans un environnement infectieux. Alors pourquoi est-ce que ceci est important? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est important de comprendre comment l'immunité maternelle est transmise au nouveau-né, l'immunité anti-infectieuse? Eh bien parce que la morbidité et la mortalité liées aux infections pendant la période néonatale, pendant les premières semaines de vie, restent considérables dans le monde, en particulier dans les pays du Sud. Et ce que ces travaux récents nous montrent, c'est que les pathogènes qui sont responsables de ces infections néonatales souvent fatales, c'est que les pathogènes qui sont responsables de ces infections sont divers. On observe un large nombre de pathogènes responsables d'infections néonatales dans les pays de par le monde. Il s'agit de bactéries, de virus. Donc, ce qui est frappant, c'est de voir que pour la plupart de ces pathogènes, nous ne disposons pas de vaccins aujourd'hui. Nous disposons de vaccins que contre le streptocoque, la coqueluche ou l'influenza, mais pas contre tous les autres pathogènes qui sont responsables du sepsis chez le nouveau-né. Aujourd'hui, des vaccins sont en développement contre le streptocoque du groupe B ou le virus respiratoire syncytial. Ce seront des vaccins qui seront proposés aux femmes enceintes pendant la grossesse, administrés pendant la grossesse, pour protéger les jeunes enfants des infections causées par ces pathogènes. Et quand on regarde la diversité, qui n'est probablement qu'une partie de la diversité qui existe réellement, la diversité des pathogènes qui causent les infections au début de vie, on se dit que le développement et l'implémentation pendant la grossesse de la vaccination contre chacun de ces pathogènes individuellement va être un défi très important. Et ce à quoi nous réfléchissons avec un certain nombre d'autres chercheurs, c'est non seulement la promotion de l'immunité, d'une immunité maternelle, la promotion du transfert d'une immunité spécifique de pathogènes de la mère à l'enfant, mais peut-être plus largement la promotion du transfert d'une immunité qui serait globale, qui permettrait au nouveau-né de se défendre largement et de manière non pathogène spécifique contre les infections.
Alors pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce qu'en réalité, il n'y a pas que les anticorps qui sont transférés de la mère au nouveau-né. Si effectivement le transfert efficace des anticorps maternels nous mène à une corrélation extrêmement importante entre les taux d'anticorps chez le nouveau-né et chez la mère à la naissance, on s'aperçoit que ces corrélations concernent également d'autres paramètres du système immunitaire et en particulier de l'immunité innée. Ce que nous observons, c'est que des cellules monocytaires, par exemple, analysées chez le bébé et chez la maman, ont des phénotypes très, très comparables. En particulier, l'expression de marqueurs d'activation entre la mère et le nouveau-né est extrêmement corrélée, et ceci en conditions physiologiques et en conditions pathologiques, notamment chez des enfants nés de mères séropositives pour le VIH. Et il semble que ces corrélations se maintiennent entre la naissance et au-delà de la naissance pendant les premiers mois de vie. On observe également des corrélations au niveau de paramètres solubles, au niveau de cytokines responsables du contrôle des infections virales et potentiellement également de l'activation des cellules immunitaires innées, des corrélations entre les taux mesurés à la naissance et chez le bébé et chez la maman. Et donc, il apparaît que les déterminants maternels de l'immunité du jeune enfant ne concernent pas que l'immunité spécifique de pathogènes, mais concernent également l'immunité innée qui pourrait avoir un rôle important dans le contrôle global des infections. Et nos travaux récents montrent en effet que ces paramètres ou l'altération de ces paramètres est effectivement corrélée au risque de faire une infection sévère pendant les premiers mois de vie. Classiquement, la prévention des infections pendant les premiers mois de vie, pendant les premières semaines, les premiers mois de vie, cette prévention a reposé sur la vaccination le plus tôt possible après la naissance. La limitation de cette approche, c'est qu'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour atteindre des taux d'anticorps suffisamment élevés pour protéger les jeunes enfants, laissant une fenêtre de susceptibilité importante. La vaccination pendant la grossesse permet de fermer une partie de cette fenêtre en augmentant le taux de transfert d'anticorps dirigés contre des pathogènes spécifiques. Ce que nous proposons, c'est de réfléchir et d'intégrer le concept d'immunité globale contre un large nombre de pathogènes, ce qu'on a appelé une immunité pathogène agnostique. D'essayer de comprendre quels sont les déterminants maternels non pathogènes spécifiques de l'immunité du jeune enfant et de réfléchir à des stratégies qui permettraient non plus d'augmenter le taux d'anticorps transféré de la mère à l'enfant, mais plutôt d'augmenter la compétence immunologique de la maman avec une conséquence qui serait l'augmentation de la compétence immunologique de l'enfant. C'est un processus qui a probablement été sélectionné au travers de l'évolution, mais c'est un processus qui nous reste encore à découvrir. Ce sont des questions auxquelles nous réfléchissons avec un certain nombre de collaborateurs en Belgique. J'ai mentionné le CHU Saint-Pierre, Sciences-Ano, nos collaborateurs à l'Université de Liège et un large nombre de groupes à l'étranger, également en particulier aux États-Unis et en Australie. Je vous remercie de votre attention. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci Arnaud Marchand, merci beaucoup. Et je peux vous dire qu'il y aura des questions pour vous. J'ai été avertie de certaines pendant que vous parliez. Je vais céder la parole tout de suite au professeur Georges Casimir qui est avec nous et qui a une question pour vous. Georges Casimir, bonjour. Bonjour, bonjour Arnaud, merci pour ce très bel exposé lumineux. J'avais une question en fait portant, outre les aspects quantitatifs que tu as bien décrits et d'autre part de glycosylation pour les passages, j'avais une question portant sur l'affinité des anticorps. Est-ce qu'il existe des affinités pour les cibles, pour les antigènes qui sont différents en fonction des antigènes, en fonction éventuellement des couples mère-bébé et d'autre part de populations ciblées éventuellement dans différents pays? Oui, merci Georges pour cette question. C'est en fait une question qu'on se pose et qu'on est occupé à examiner. Donc, on a dans certains modèles des observations qui suggèrent que l'efficacité du transport des anticorps neutralisants est moindre que l'efficacité du transport des anticorps immunoréactifs que l'on détecte en tant que protéines. Et donc, une des hypothèses, effectivement, c'est que l'avidité pourrait être différente et que l'avidité pourrait être un déterminant. Alors, c'est compliqué d'imaginer comment ça se pourrait. Donc, on est occupé à tester cette question, à poser cette question et à tester cette hypothèse.
c'est compliqué d'imaginer comment ça se passerait, étant donné qu'on parle ici de la partie FAB de l'anticorps, et on pense que le transport est surtout dépendant de la liaison au récepteur FC. Ceci dit, on sait que la glycosylation touche également le fragment FAB et qu'il y aurait des interactions entre ces glycans et des récepteurs au niveau des cellules qui seraient responsables du transfert. Et le lien pourrait venir qu'au niveau du centre germinatif, là où l'avidité des anticorps se détermine, le profil de glycosylation du fragment FAB alors, pourrait également être influencé et qu'il pourrait y avoir une corrélation effectivement entre l'avidité des anticorps, le profil de glycosylation, l'interaction avec ces récepteurs et effectivement le transport. Ça, c'est le modèle qu'on imagine qui pourrait impliquer l'avidité dans l'efficacité du transport. Et la première chose qu'on va faire, c'est effectivement voir au travers d'un nombre élevé de spécificités si effectivement l'avidité est un déterminant. Merci, professeur Merci beaucoup. Casimir. Merci pour votre question, professeur Casimir. Arnaud Marchand, une deuxième question qui nous vient de Myriam Knopp. Madame Knopp, vous pouvez vous reconnecter? Bien sûr. Voilà. Arnaud, c'était magnifique. Merci beaucoup. J'ai une question. Je ne suis pas dans ce domaine du tout. Est-ce que des maladies auto-immunitaires qui sont causées par des anticorps peuvent également être transmises de la mère au fœtus alors et de façon transitoire? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Pour toute une série de pathologies qui sont dépendantes des anticorps, le transfert des anticorps pathologiques au fœtus représente un risque. Notamment, on parle des anticorps qui sont dirigés contre les globules rouges et les plaquettes, donc des anémies hémolytiques peuvent effectivement être causées chez le nouveau-né. On sait que la myasthénie peut, chez la maman, la présence d'anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine peut effectivement entraîner des manifestations chez le nouveau-né. Par rapport au concept que j'évoquais, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ta question, et je te remercie de la question, c'est le fait que le profil de glycosylation des anticorps dirigés contre les globules rouges a été effectivement associé à des formes plus sévères. En particulier, c'est un autre radical, un autre sucre, c'est un fucose qui peut s'ajouter à ce sucre. Donc la fucosylation, donc la diminution de la fucosylation, augmente l'affinité pour les cellules, des récepteurs exprimés par les cellules NK, d'accord? Et donc, on a une cytotoxicité plus importante. Et ce qu'on a vu, c'est que les anticorps maternels les moins fucosylés sont associés qui sont donc transférés chez le fœtus, sont associés à des formes plus graves de la maladie. Donc oui, les anticorps maternels participent à des phénomènes auto-immuns chez le nouveau-né, et encore une fois, la structure de ces anticorps corrèle avec la sévérité. Et donc, toute cette glycosylation se fait au sein du réticulum endoplasmique, j'imagine, effectivement, dans les lymphocytes B, sous le contrôle de toute une série d'enzymes, et on commence à comprendre comment, au niveau du centre germinatif, dans l'interaction entre les lymphocytes T et les lymphocytes B, des profils de glycosylation différents peuvent être induits. Est-ce que ceci représenterait une cible thérapeutique? Clairement, et donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours par rapport, en particulier dans le contexte de la vaccination. Alors, tu disais thérapeutique, d'abord je commente rapidement sur la vaccination. Donc clairement, comment est-ce qu'un adjuvant ou une formulation vaccinale particulière peut induire des anticorps dont le profil de glycosylation serait celui qu'on souhaite? Ça, c'est une voie. Et alors l'autre voie, mais celle-là, elle est largement développée dans le contexte du développement des anticorps monoclonaux. Ces concepts ont déjà largement été utilisés, notamment pour moduler la fonction des anticorps, mais également leur demi-vie. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, qui est complètement fascinant également chez le nouveau-né. Ces anticorps qui sont transmis au travers du placenta persistent pendant des mois. Et donc ça, c'est un phénomène extraordinaire quand on considère une protéine soluble dans la circulation. Et donc, on commence à comprendre comment cette persistance est organisée. Et ce qu'on commence à comprendre, c'est comme le transfert placentaire, eh bien, la persistance dépend également de la spécificité antigénique et on essaye de comprendre comment ça marche. Voilà. Alors, Arnaud, on a une troisième question de Benoît Van den Eyde. Monsieur Van den Eyde, vous pouvez vous joindre à nous? Oui, vous m'entendez, oui? Oui, tout à fait. Bonjour. Voilà. Merci Arnaud pour ce bel exposé, très, très intéressant. Il y a un aspect que tu n'as pas évoqué, je voulais te demander tes commentaires par rapport au fait que parmi les différents isotypes d'anticorps, seuls les IgG traversent le placenta. L'IgM, l'IgA ne le fait pas.
Est-ce que tu pourrais commenter le mécanisme, au niveau du mécanisme moléculaire d'une part, et aussi au niveau de la sélection biologique par rapport à la protection du fœtus? Oui, oui, tout à fait. Merci Benoît. Et donc, oui, de fait, c'est très intriguant de voir qu'effectivement, au travers du placenta, ce ne sont que les IgG. Au niveau du lait maternel, ce sont les IgG et les IgA, comme on le sait. Et donc, ce sont ces sous-classes qui sont effectivement surtout, dans l'interprétation qu'on en a, que M. Coutinho a déjà proposé il y a un certain nombre d'années, ce qu'on conçoit, c'est que, en termes de déterminisme et d'utilité, c'est que ce sont effectivement ces sous-classes qui représentent la mémoire immunologique qui sont spécifiquement transmises pour les IgG au travers du placenta et pour les IgG, les IgA au travers du lait maternel. Et donc, la raison pour laquelle les IgM ne sont pas transférés au travers du placenta, en tout cas, au travers des épithéliums non plus, c'est probablement simplement par absence de mécanismes de transport et de récepteurs qui sont capables de le faire. Pourquoi est-ce que les IgA ne sont pas transférés au travers du placenta? Je pense que là non plus, il n'y a probablement pas de mécanisme qui permette ce transport. Pourquoi c'est comme ça? C'est intriguant. Je pense qu'on n'a pas l'idée du pourquoi de cette sélectivité. L'interprétation finalistique, c'est effectivement que le transfert des anticorps de la mère au fœtus concerne ces anticorps qui sont induits par la mémoire immunologique, qui sont associés à la mémoire immunologique, qui représentent l'intégrale de ce qui s'est passé au cours des années qui précèdent. Et pourquoi est-ce que les IgM, le transfert des IgM est interdit? On n'en sait rien. Les IgM, c'est vrai qu'ils arrivent au début, donc on peut imaginer qu'ils sont moins bons que des IgG, mais les IgA qui protègent toutes les muqueuses, ça pourrait protéger les fœtus, mais c'est vrai qu'ils arrivent par le lait maternel. Ils arrivent par le lait maternel, effectivement. Et donc, ce qu'on voit dans le contexte, peut-être si je peux me permettre, dans le contexte du Covid, ce qu'on voit, et je faisais référence à l'hypothèse avidité quand je répondais à la question de Georges, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les taux d'anticorps neutralisants chez le bébé sont inférieurs aux taux d'anticorps neutralisants de ceux de la maman. Et donc, ce qu'on pense, c'est que dans le contexte du Covid, les IgM sont à des taux élevés pendant des périodes assez prolongées, notamment chez les mamans à la naissance. Et donc, ce qu'on pense, c'est que les IgM non transmis pourraient également contribuer à cette différence entre ce qu'on observe chez la maman et chez le bébé. Donc, dans le contexte d'une infection aiguë, les IgM participent des défenses chez la maman et ce composant-là, en tout cas, n'est pas transmis, ce qui est intriguant. Merci. Merci Arnaud Marchand. Alors, je vais décevoir certaines personnes et peut-être vous, Arnaud, mais on a encore plusieurs questions. Malheureusement, on doit avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ceux qui ont posé des questions éventuellement sur Vimeo d'envoyer leurs questions par email sur l'adresse qu'on a donnée tout à l'heure, contact@armb.be. Et Arnaud, si ça ne vous dérange pas, on vous les transmettra par email pour que vous puissiez y répondre, si ça ne vous pose pas de problème. C'est une première. D'habitude, on a beaucoup plus de temps, mais là, aujourd'hui, on a un petit peu pris par le temps et je vous enverrai moi-même une question que je voulais vous poser, mais je ferai ça par email aussi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation.